Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, l'objectif de cet échange, c'est de vous apporter des éclairages sur ce qui peut être attendu des Jeux Olympiques. Alors pour ça, on va déjà regarder un petit peu rapidement ce que les précédents événements, que ce soit les Jeux Olympiques ou d'autres éléments qui se sont tenus en France, peuvent quels indices ils peuvent nous donner pour comprendre ce que l'on peut attendre l'été prochain. Ensuite, on va regarder un petit peu quelles sont aujourd'hui les informations, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà très riches sur ce qui va se passer en termes d'activité notamment pour les hôtels l'été prochain. Et enfin, parce que vous êtes une assemblée qui est évidemment au premier chef concernée par tout ce qui va être les projets, on va s'intéresser plus spécifiquement, et je conclurai par ça, sur l'impact que l'on peut en attendre de manière plus durable et plutôt sur quels vont être les projets de demain et en quoi ça peut les affecter. Donc si on regarde, pour commencer, si on fait un petit tour d'horizon des expériences passées, alors évidemment, on ne va pas tellement s'intéresser à Tokyo, mais ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour d'horizon. On va commencer notre tour d'horizon par de précédentes Olympiades. La première que j'ai voulu mettre en exergue, c'est Rio. Rio, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a beaucoup de chiffres qui sont disponibles déjà. On voit que ça avait accueilli, à l'occasion des JO, on avait eu plus de quasi 1,2 million de touristes. Ils avaient quantifié l'impact économique à 3,5 milliards de réals. Il y avait eu aussi beaucoup de contrats. Vous voyez, les 4800 contrats signés avec des PME locales qui vous intéressent au premier chef. Puisque évidemment on est en phase actuellement où tous les projets qui ont vocation à ouvrir sont pour la plupart en phase de finalisation, donc les contrats ont déjà été signés pour la plupart. Mais donc c'est intéressant d'avoir ces éléments-là, et aussi d'ailleurs, petite parenthèse, dans le cas du Brésil, 83% de fournisseurs nationaux pour les Jeux Olympiques. Alors ça recouvre beaucoup de choses, hein. Évidemment, tout ce qui est le F&B, etc., qui vont être des choses avec des fournitures un peu structurellement beaucoup plus locales. Ce qu'il faut voir, avant qu'on passe à la suite, c'est surtout le point très important. C'est que Rio, quand ils accueillent les Jeux Olympiques, quand ils candidatent, la ville a 18 000 chambres. Pour vous situer, par Île-de-France, c'est 170 000. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur en termes d'impact et en termes d'activité relative. Lorsqu'on accueille les JO, qui sont un événement d'envergure mondiale, dans une destination comme Rio, qui est évidemment très connue, mais qui n'a pas la surface en tant que destination touristique, qui est celle de Paris aujourd'hui. On verra, il y a plus de choses peut-être là-dessus à regarder du côté de Londres. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça avait été aussi les premiers d'ailleurs, pour la petite histoire, à signer un partenariat avec Airbnb pour mettre à disposition des chambres supplémentaires pendant les JO. C'est un peu quelque chose qu'on est en train de revoir en ce moment avec la charte. Si on regarde ce qui s'est passé, évidemment, dans le cas de Rio, on a un petit marché au départ. Donc comme attendu, on a une fréquentation, un taux d'occupation pendant l'événement qui avait fortement grimpé, qui avait atteint les 76% sur le mois d'août. Et on voit que ça avait touché différentes gammes, plus particulièrement les 4 et 3 étoiles, qui avaient été les plus bénéficiaires relativement. Et ça, c'est intéressant. On verra qu'on retrouve ces dynamiques aussi dans le cadre des réservations aujourd'hui sur le marché parisien. Ce qu'il faut voir aussi, et ça sera important lorsque vous allez entendre des chiffres publics, c'est que du coup, on ne raisonne pas de la même manière selon qu'on parle du visitorat total ou qu'on parle des choses qui vont avoir un impact sur le business. En fait, vous avez lorsque vous avez les Jeux Olympiques, vous avez une arrivée très importante de clientèle domestique. Mais cette clientèle domestique, elle va aller séjourner en famille, chez des amis. Tout le monde connaît quelqu'un en région Île-de-France ou va souvent avoir recours aux appartements, etc. Donc, d'un point de vue volume, souvent le volet domestique va être plus important si on regarde juste les chiffres de billetterie, par exemple. En revanche, d'un point de vue activité, business, c'est bien la clientèle internationale qui va être la plus importante en termes d'impact sur le chiffre d'affaires, tout particulièrement pour les hôtels, résidences, etc. Donc ça sera quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Si on regarde maintenant le deuxième exemple, et qui est évidemment beaucoup plus proche de nous sur plein d'aspects, et qui est vraiment un excellent point de comparaison, je pense. Ce sont les Jeux Olympiques de Londres, bien sûr, en 2012. Déjà, Londres, Paris, ça dépend si on regarde la région Île-de-France, ou Paris, ou le Grand Londres, etc. Mais bref, ce sont des destinations peu ou prou de taille
comparables et où on peut attendre finalement de voir des effets assez proches en termes d'activité. Déjà, si vous connaissez des hôteliers qui étaient à Londres à l'époque, ils vont tous vous dire ça a été une catastrophe. C'était vide. Et en fait, les gens qui d'habitude séjournaient à Londres étaient à Paris et prenaient l'Eurostar, c'était avant Brexit, autre monde, et prenaient l'Eurostar tous les jours pour aller à Londres, y compris pour bosser, etc. Et par contre, les hôteliers parisiens, eux, ont un excellent souvenir des JO de Londres parce qu'ils avaient chopé tout le business. Donc ça, si vous avez un peu vieux de la vieille dans vos entourages, vous l'entendrez certainement. Ce qu'il faut voir, et ça c'est très important, c'est que, donc ça c'est un point qui est très important, c'est on a des effets de substitution. Quand vous avez une clientèle pour un grand événement, vous n'avez pas celle qui vient pour les autres motifs habituels. Vous n'allez pas organiser vos réunions d'entreprise à Paris alors que tous les métros sont suspendus. Ils ont même maintenant, là, dans le cadre des JO de Paris 2024, il n'y a même pas de possibilité de faire des festivals ou d'autres typologies d'événements, et ce, dans toute la France. Donc, il y a de gros effets de substitution. Donc, on a une autre typologie de clientèle, mais qui vient en partie remplacer une clientèle qui, normalement, serait venue. Vous êtes un touriste chinois qui veut venir à Paris, vous n'allez pas choisir le moment où il y a effectivement toute la clientèle JO et où les prix sont ceux qui sont, on le verra tout à l'heure, pour venir. Donc, en termes de volume, en fait, ça n'avait pas été un impact si significatif. Ça s'est joué ailleurs, on va le voir. L'autre point qui est très important, et j'y reviendrai là j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, c'est que les JO de Londres, ça a surtout, à plus long terme, été un moyen de restructurer le marché et l'immobilier et l'urbanisme de la ville avec une attractivité nouvelle qui a été apportée à tout l'East London. Et en fait, la durabilité de l'effet des Jeux Olympiques de Londres s'est beaucoup jouée là. Et de la même façon, c'est à travers les équipements que l'on développe, qui sont aujourd'hui développés, qu'il y aura un impact durable. Et notamment tout ce qui est Grand Paris Express, etc. Donc voilà un petit peu sur de premiers éléments. Ensuite, si on regarde les chiffres, vous voyez ici les chiffres sur 5-6 ans, pour ne pas introduire de biais. Puisque évidemment on est en 2010, donc vous avez un peu la crise à l'époque, etc. Mais vous voyez qu'en 2012, on n'a pas, en termes d'arrivée, un pic particulièrement colossal, ni en termes de nuitées. Ça, ce sont les volumes. On a même, à quelques pourcentages près, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. Donc, en fait, et pourtant, ça avait été une année très spéciale, parce qu'il y avait aussi le jubilé de la reine, etc. En fait, il y a eu une hausse des arrivées en 2012 qui s'est élevée à 5%. Donc c'est bien, mais on n'est pas sur x4 non plus. Et si on regarde les nuitées, par contre, elles avaient reculé de 1%. C'est-à-dire, comme c'était plus cher, les gens étaient restés un petit peu moins longtemps. Donc si on regarde ce que ça donne en termes de business pour les hôtels. En fait, en juillet, le taux baissait un petit peu, ça c'était juste avant. En août, le taux d'occupation s'est simplement maintenu. En revanche, vous avez eu une forte hausse des prix moyens. C'est là le point très important, c'est que donc si on regarde sur tout le mois, on était à plus 35%, et si on regarde juste les jours d'épreuve, on est à plus 80% de prix moyen. En gros, vos hôtels, ils ont le même niveau de remplissage, mais ils sont à 80% plus chers pendant la durée de l'événement. Et ils sont même un tout petit peu moins remplis d'ailleurs que d'habitude, parce qu'évidemment, les autres, ils attendent que ça se tasse. Donc ça, c'est le cas de Londres, et on voit bien, si on regarde les taux d'occupation, qu'il n'y a pas spécialement d'impact sensible. Néanmoins, eux avaient quantifié aussi le volume de nuitées généré par le CIO à près de 500 000. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu pendant l'événement, ok, on a plein de clientèle JO, mais on n'a pas les clientèles qui viennent d'habitude. Les clientèles qui viennent d'habitude, elles vont venir avant, après, ou elles vont aller ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Et il est extrêmement important dans le cas des grands événements tels que les Jeux Olympiques. Donc si on regarde à Londres, on voit qu'en termes de nuitées, on n'était pas sur des étiages de grandeur, de croissance colossaux. Et on voit en fait que, effectivement, il y avait une hausse des nuitées loisirs, des hausses des nuitées affaires aussi, parce que vous avez tout le volet business qui est important. On va inviter ses clients, ses grands comptes, etc. Et les hospitalités se développent de plus en plus depuis, donc ça va quand même sans doute monter là également. Mais moins de motifs habituels, mariage, etc., qui ne vont pas avoir lieu pendant cette période. Donc si on regarde, si on récapitule, on se dit en fait l'impact il n'est pas en volume, il est en valeur. Et ça s'est effectivement traduit sur les dépenses,
où on a eu des hausses de plus de 800 millions de livres à l'époque, des dépenses dans l'hôtellerie au sens large, enfin dans le tourisme au sens large, cette année-là. Maintenant, tous les acteurs du tourisme n'en bénéficient pas de la même manière. Si on regarde les musées, par exemple, on voit très bien, au contraire, le très important creux qu'avait représenté l'année 2012 par rapport à un été habituel. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les musées, au British Museum, à National Gallery, Tate Britain, etc. Donc tous les grands musées, en fait, ça permet de bien mesurer le fait qu'on n'a pas la clientèle individuelle loisir qui est présente d'habitude et qui vient voir le Louvre, la Tour Eiffel, etc. Enfin, elle est présente dans une moindre mesure. Donc c'est pour ça qu'évidemment, tout l'univers de la culture était aussi un petit peu inquiet par rapport aux perspectives de l'été, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans le cas des JO de Londres, ils ont fait des enquêtes consommateurs, avant, après. En gros, ils ont demandé, comptez-vous aller vous rendre à l'un des événements de l'Olympiade culturelle et comptez-vous ramener un mug souvenir? Alors, ils ont répondu oui à... Je vous laisse deviner à quelle question. Ils ont répondu oui avant et laquelle s'est vérifiée après. Évidemment, tout le monde est reparti avec un mug. Le taux de visite des Olympiades culturelles était ressorti à 4%. Donc, de la même façon, il y a cet enjeu de que vont faire les touristes une fois qu'ils viennent. Ce qui est intéressant, c'est de voir il y a un énorme, une énorme impact en termes d'achat de shopping. Donc tout ce qui est merchandising, etc., tout l'univers du shopping est très fortement bénéficiaire par l'arrivée de ces gros volumes de touristes à fort pouvoir d'achat qui veulent un souvenir de ce moment. Et puis il va y avoir aussi plein de monde qui va venir voir les sites, être présent alors qu'ils n'ont pas nécessairement de billets aussi. Ça, c'est un élément intéressant, c'est que vous avez aussi des gens qui vont être présents mais sans nécessairement assister aux épreuves. Et puis, donc parmi les activités, il y avait visiter la ville, sortir manger. Alors on est autorisé à penser que si 76% des gens avaient souhaité sortir manger en Angleterre, on sera quand même sur des niveaux au moins équivalents en France. Donc là, on voit qu'on a des vrais effets bénéficiaires sur le shopping, sur la gastronomie et sur différents corps de métier qui vont eux aussi, du coup, pouvoir tirer parti, entre guillemets, de la manne. N'oublions pas, et ça c'est intéressant parce que du coup c'est peut-être des sites à équiper pour vous parfois, il y a aussi des éléments, effectivement, les sites live, toute une fréquentation qui va venir et qui va aller regarder les épreuves dans des lieux, des bars, des live sites, au comité, dans les clubs des pays respectifs, etc. Et donc il y a pas mal de choses qui peuvent être construites autour de ça. Voilà un petit peu sur le tour d'horizon de ce qui pouvait être dit sur le passé. Pardon. Voilà. Donc si on regarde en termes de clientèle, plutôt jeune, plutôt masculin et surtout assez aisé. À l'époque, on avait 62% des spectateurs qui gagnaient plus de 47 000 € par an et 55% étaient des étrangers. Donc c'est plutôt des clientèles évidemment à fort pouvoir d'achat qui sont présentes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, si on se fie aux expériences passées, l'importance et l'impact des Jeux Olympiques, il est quand même lié d'une part à la taille initiale de votre marché. Là où à Rio, on était sur des forts impacts en termes de volume et de taux d'occupation parce qu'on était sur un petit parc de base, sur Londres, ce n'était pas du tout le cas et ça s'est manifesté par le prix, par les dépenses et pas par des volumes spécialement beaucoup plus importants. À mettre en parallèle d'ailleurs avec les annonces qu'on entend partout en ce moment sur les transports, etc. Parce que c'est vrai que ça peut aussi contribuer en plus à renforcer cet effet-là. Si on regarde rapidement ce qui s'est fait dans d'autres événements sportifs en France et à Paris, on va passer rapidement, mais parce que fondamentalement on retrouve les mêmes constats. Si on regarde l'Euro 2016, même chose. Il y avait eu 1,2 milliard d'euros de retombées économiques, 2,5 millions de spectateurs dans les stades, et ça avait été estimé à plus de 600 millions d'euros d'impact pour le tourisme. Donc on voit qu'on va être au-delà de toute façon du demi-milliard, peut-être proche du milliard, en termes d'impact global. Mais si on regarde du côté hôtel, on voit exactement la même chose à Paris. Donc c'est ce qui s'est produit de facto pendant l'Euro 2016. Baisse du taux d'occupation, hausse des prix moyens et hausse du revenu par chambre disponible. C'est ça évidemment que regardent les hôteliers, c'est le cash qui vous rentre dans vos caisses. Donc ça, c'est sur le cas de Paris. Et on avait bien vu déjà à l'époque de l'euro, en fait, lorsque vous avez un événement à Paris, ça, entre guillemets, chasse un peu les clientèles habituelles, donc le taux d'occupation baisse et le gain se fait principalement par le prix.
En région, c'est différent. Comme on parle de petits marchés, c'est plutôt comme le cas de Rio. Et là, on est sur des impacts importants. Par contre, côté prix, il y a de vraies hausses. On verra de quels ordres de grandeur tout à l'heure. Et elles sont plus importantes en région. Donc ça, c'est le bilan rapide de l'Euro 2016. Un truc aussi qui était intéressant à noter, c'est qu'ils étaient restés 8 jours en France en moyenne, les gens qui étaient venus pendant cette période. Si on regarde beaucoup plus près de nous, la Coupe du Monde de rugby, c'était il y a un mois et demi, on peut penser que c'est intéressant de regarder son impact et de se dire, tiens, ça nous dit peut-être quelque chose de l'été prochain. Si on regarde ville par ville, en fait, vous avez, et si on centre sur les jours de match uniquement, vous avez des villes qui font du x3, x4 de chiffre d'affaires, x6 dans le cas de Saint-Étienne. Mais évidemment, lorsque vous accueillez des matchs de rugby un dimanche soir à Saint-Étienne, la base de comparaison n'est pas la même qu'à Paris un jour de semaine. Mais néanmoins, ça nous montre que vous avez d'une part un lien direct entre l'impact et la taille initiale de votre marché, et d'autre part, un lien fort aussi avec... Un peu de suspense, je vous laisse deviner au passage. Est-ce qu'il y en a qui aura une idée d'un autre facteur qui va être clé? Ouais, bravo, c'est ça exactement. L'angle nationalité, il est clé. C'est le facteur qui a été le plus déterminant. Donc si on regarde évidemment, donc déjà si on regarde sur Paris, on voit qu'en fait la Coupe du Monde de rugby, ça a permis d'avoir une situation où on a eu un RevPAR en hausse, et un taux d'occupation également qui se maintenait dans un contexte de marché où c'était plutôt déjà entré sur une dynamique baissière en termes de fréquentation. Donc ça, c'est les tendances d'octobre. Mais effectivement, du coup, si on regarde selon les marchés, bah vous allez faire du x3, x4, etc. si vous êtes sur des villes de province et que vous accueillez des matchs avec des Écossais, Anglais et autres Britanniques. Et à l'inverse, évidemment, un impact beaucoup moins, bien moins, notamment à Toulouse, par exemple, où il y avait plutôt des petites nations du Pacifique. Voilà, donc en fait, si on regarde la volumétrie, il va être important de voir, et d'un point de vue hôtelier, c'est quoi les sites d'épreuves qui sont les plus proches de moi, et du coup, quelles sont les typologies de clientèle qui vont être présentes. Donc ça va être un déterminant majeur, évidemment, dans le cadre des Jeux Olympiques cet été également. Donc si on regarde, on a vu un peu les éléments. Donc voilà, on voit qu'on a des hausses très importantes de prix moyens, du x2, x3 sur des petits marchés. Sur Paris, on était sur plus 25%, donc ce n'était pas non plus des hausses si colossales que ça, surtout dans le contexte inflationniste du moment. Et donc, si on regarde le bilan, on voit quand même que voilà, sur Paris et Saint-Denis, où vous aviez donc le Stade de France, en gros, pendant les jours d'épreuve, vous avez eu plus 29% de chiffre d'affaires lorsqu'il se passait des choses. Donc, ce n'est pas non plus un impact colossal, à l'inverse de ce qu'on va observer sur les petits marchés de province. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit sur les JO 2024 ? Le premier point qu'on peut regarder dès maintenant, en fait, c'est l'état des réservations. Et ça, c'est parce que maintenant, nous, on est connecté au PMS des hôtels, donc on remonte en temps réel des données d'activité. Merci à tous ceux qui contribuent d'ailleurs parmi vous. Et donc, en gros, ce qu'on peut voir déjà, c'est que vous avez différentes périodes qui se distinguent pendant la séquence JO. Le premier, c'est que si on regarde à Paris Intramuros, pendant la date de l'événement, vous avez 60% aujourd'hui des chambres qui sont déjà réservées. Attention, 60%, c'est une moyenne du marché. En fait, vous avez des hôtels qui sont pleins et d'autres hôtels qui sont vides. Donc ça va être très différent et on verra que ça peut avoir des conséquences en termes de comportement de marché sur la fin. Mais il y a aussi de l'avant, de l'après. La période des Paralympiques, on voit qu'il y a un petit impact assez modéré et c'est exactement ce qu'on avait vu à Londres, hein, où l'impact des Paralympiques en septembre avait été inférieur à ce qu'on a d'habitude en période de congrès, etc. Donc plutôt un impact presque négatif en termes de volumétrie et de business. Maintenant, ce qui est intéressant pour comprendre ce qui se passe en termes de comportement pendant les JO, eh bien, on va s'intéresser de plus près à un micro-marché. Ce micro-marché, c'est l'endroit de France où il y a le plus d'impact des Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, petite devinette, vous dites une commune, une zone, qu'est-ce que vous pensez? Marseille, c'est une bonne idée. Ça l'est pas, mais c'est dans cet esprit. C'est deuxième. Ouais. Et ben, la première, c'est Châteauroux. Châteauroux qui va en fait accueillir les épreuves de tir et où en fait tous les hôtels sont pleins à 70-80% et où en fait, comme le marché est évidemment
pas d'habitude rempli pendant l'été. Ça permet de bien voir ce qui se passe. Et du coup, c'est intéressant parce que vous avez en fait la phase où il y a les épreuves elles-mêmes. Et en fait, les gens, ils arrivent 5 jours, une semaine avant. Et du coup, vous avez déjà le niveau de remplissage qui va correspondre à pendant les épreuves. Donc en gros, les athlètes, ils arrivent, ils se préparent, ils sont là, leurs équipes, les médias, tout le monde est sur le qui-vive. Mais avant ça, et après ça, vous avez aussi une demande importante. Et c'est la demande notamment, tout ce qui va être montage-démontage, vous êtes bien placé dans votre métier pour connaître, mais aussi les médias, tout le setup, etc. Donc vous avez vraiment 2 semaines avant, 1 semaine après, et on retrouve la même chose sur les Paralympiques, et c'est ce qu'on retrouve à Paris. Votre idée de Marseille était quand même excellente, je tiens à souligner, parce qu'effectivement, c'est pas évident. C'est le cas de Lille aussi, qui a des épreuves. En fait, vous avez Paris et la Petite Couronne, qui va être les plus bénéficiaires, et ensuite les villes qui ont des épreuves non foot, donc Châteauroux, Lille, Marseille, et ensuite les autres marchés. Mais ce qu'il faut voir du coup, et c'est un peu une différence avec les cas habituels, c'est que vous allez avoir un rayonnement des Jeux Olympiques de Paris, y compris en région, d'une part parce qu'il y a de l'activité et il y a des sites qui s'y passent, et d'autre part parce que tous les gens qui font d'habitude leur mariage ou des choses comme ça à cette période, ils ne pourront pas le faire en Île-de-France, etc. Donc ils vont aller ailleurs aussi. Donc ça a un effet de halo aussi géographique. Alors tout le monde n'est pas touché pareil. Du coup, désolé pour nos amis des résidences, par exemple, qui sont bien présents aujourd'hui, que ce soit Adagio, Edgar, voilà, mais c'est plutôt les moins bénéficiaires de la manne JO, entre guillemets. Et c'est aussi le cas, dans une moindre mesure, des hôtels de luxe, parce qu'en fait, vous avez de la demande pendant les JO, mais vous n'avez pas les demandes de clientèle qui viennent avant, après. Donc voilà, c'est plutôt finalement sur le milieu de gamme économique qu'on a le plus d'impact bénéficiaire à attendre, et c'est eux qui ont le plus de cash derrière. Enfin, en tout cas, de tirer des JO. Si on regarde les prix, alors c'est des choses, tout dépend des éléments contractualisés, mais si on regarde par exemple, si on veut réserver à date aujourd'hui pour les JO, on voit que les prix, ils sont en augmentation en France de 133%, donc c'est x2, à Paris, pardon, de 133%, donc c'est x2, en gros, pendant la période. Et à l'échelle France, c'est 73. Que je rappelle que Paris plus PACA, c'est la moitié du chiffre d'affaires de l'hôtellerie française. Donc n'oubliez pas, si vous avez des contracts, etc., enfin des grands comptes, en gros en business, Paris et PACA, enfin l'Île-de-France et PACA, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Donc voilà un peu sur les dynamiques de prix, et c'est plus ou moins en hausse, donc on retrouve la même chose, moins d'impact haussier en haut de gamme et luxe que sur l'éco. Un truc qui est une bonne nouvelle, je vais essayer de venir avec des bonnes nouvelles aussi, c'est en fait, on est un peu dans le même cas que Londres en 2012 sur un aspect qui est que les clientèles étrangères qui réservent en ce moment ou qui ont réservé depuis plusieurs mois, elles ont un pouvoir d'achat de dingue. En fait, quand les Américains ils viennent en Europe aujourd'hui, qui viennent à Paris, c'est comme si vous alliez au Maroc, etc. Enfin, ils ont un pouvoir d'achat complètement fou de leur point de vue. Donc en fait, ça soutient énormément la demande, ça soutient l'activité pour les hôtels, les prix, etc. Donc c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir maintenant des résas à des bons prix pour l'été prochain. Dernier point sur Paris, et on va passer un peu aux perspectives, c'est de se dire, il y a aussi pas mal d'éléments qui vont entrer en ligne de compte plus qualitatifs. Par exemple, il était question qu'il y ait une charte signée entre le comité olympique et Airbnb, justement, pour qu'il n'y ait pas trop de hausse sur la plateforme. Il y a des grandes négociations entre les opérateurs et le comité d'organisation aussi, parce qu'évidemment, les chambres, elles ont été signées à un prix au moment de la candidature, et il y a eu une petite inflation depuis. Donc évidemment, selon du point de vue dans lequel on se place, soit on a un truc contracté, soit on n'est plus en réalité en adéquation avec les lignes de marché. Donc il y a aussi quand même ces enjeux-là qui vont être présents. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de Paris 2024 ? Ça va être une fête, va y avoir une hausse de l'activité et du chiffre d'affaires très importante. Sur une période assez courte, on a vu que ça va être 1 mois et demi au final. Donc ce n'est pas non plus sur ça que vos prospects ils ont bâti leur business plan. Hein. Quand on parle d'un truc qui représente juillet-août, c'est même pas tout juillet-août, donc ça va être même pas sur 15% du chiffre d'affaires de l'année. Et là, on a une hausse effectivement à x2 si on est sur les hypothèses les plus optimistes. C'est pas sur ça. Vous allez faire un programme d'investissement sur 10 ans pour vous, pour vos clients. Donc, l'enjeu, il se joue beaucoup sur l'après aussi. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Il y a l'effet de halo, on l'a vu. Les gens ne viennent pas pendant, mais du coup, ils viennent avant.
et ils viennent après. Donc en fait, ça va dynamiser durablement l'activité quand même. Ça va aussi diffuser ailleurs qu'à Paris, ça ce qui est une très bonne chose pour le coup. Et ça va très certainement se matérialiser par les prix, par l'activité. Sur les volumes, il y a plusieurs écoles. On peut penser que Paris est magique et que ça sera complètement décorrélé de toutes les expériences passées, que ce soit l'Euro, les JO, etc. On peut penser simplement que ça sera une fréquentation habituelle avec des gens différents qui seront présents. Après, c'est quoi le contexte du coup pour les JO, si on se positionne après? Et je conclurai par ce point. Le sujet, c'est déjà en fait d'un point de vue macro, et vous êtes bien placé pour le savoir dans votre secteur qui est quand même bien touché par la décrue de la demande, mais ce n'est pas le cas dans l'hôtellerie, où ça continue à monter en termes de chiffre d'affaires, enfin dans le contract au sens large, les résidences, tout l'univers du tourisme. Ça continue à monter par les prix, et avec un léger tassement de la fréquentation, mais ça fait que 2 mois que ça a commencé. Donc là, on est entré sur un contexte macro un peu plus défavorable, avec moins d'intentions d'achat, une baisse de la construction très importante, évidemment, si vous regardez les dépôts de permis de construire, etc. Et donc, vous allez avoir un sujet de c'est quoi la surface et la volonté des acteurs d'investir dans un contexte de marché qui va devenir, pour moi, à partir de septembre 2024, la France hôtelière, elle entre dans une logique de récession. Donc, et peut-être avant. Vu les premiers indicateurs, ça s'est déjà beaucoup tassé en octobre-novembre. Donc, pour l'an prochain, on est très prudent. On pense qu'il y aura en fait une baisse du taux d'occupation. Je suis mal orienté, mais c'est une légère baisse, 1 point. Et qu'on va avoir en gros une hausse des prix de 5% et un chiffre d'affaires en légère progression. Donc en fait, vous n'allez pas avoir d'impact transformatif des Jeux Olympiques de Paris sur les business plans ou sur les capacités d'investir de vos clients. Désolé, ils ne vont pas s'en être mis autant plein les fouilles que ce qu'on pourrait entendre les médias. Donc ça, après, à voir évidemment comment ça se passera. Mais du coup, le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer après pour vous, pour vos projets? Parce que la question, c'est est-ce que, passé cet effet d'appel d'air, les gens vont continuer d'investir dans le contract ou pas? Le point, si on regarde déjà simplement dans l'immobilier commercial, déjà, le premier truc leading indicateur pour vous, c'est les permis de construire. On voit que ce qui est contract, c'est avec les services publics le seul élément où le flux de demandes, d'autorisations, de permis de construire, etc., se maintient. À l'inverse d'autres univers comme le bureau, le commerce et d'autres univers de l'immobilier. Pourquoi? En fait, si vous êtes une foncière ou un acteur qui aujourd'hui investit dans l'immobilier, plus particulièrement dans l'immobilier commercial, soit vous faites du logement avec les risques par rapport au prix que tout le monde connaît en ce moment et les rendements qu'on connaît et les contraintes du logement, soit vous faites de l'immobilier commercial. Historiquement, tout le monde faisait du bureau, etc. C'est facile, on livre des plateaux, c'est peinard, on fait un lot et on se débrouille. Ensuite, les clients se débrouillent, c'est facile. Aujourd'hui, le truc, c'est que l'hôtellerie, si on regarde d'un point de vue rendement pur, et ça, c'est des choses qui sont mesurées, même là, les chiffres qu'on vous donne, peu lisibles d'ailleurs, mais sont extraits en fait de rapports que font les foncières américaines cotées pour évaluer l'attractivité relative de leur classe d'actifs. Et en fait, l'hôtellerie, ça a perdu que 15% en valeur immobilière en 2022, là où dans les bureaux, ça perdait 40%. Et on est peu ou prou dans les mêmes ordres de grandeur qui sont à venir sur la France, là où ça n'a déjà pas été passé. Donc vous avez un sujet de, en fait, c'est la moins mauvaise des classes d'actifs immobilières et c'est là où on veut aller, du coup, quand on est investisseur et qu'on a du cash à poser. C'est pour ça aussi que vous avez plein d'acteurs et si vous êtes multi-activités, comme Rosé qui a été abondamment cité ce matin, mais comme d'autres parmi vous, en fait, vous allez avoir des gens qui étaient dans le bureau, dans le retail, qui sont en train aujourd'hui de se positionner sur l'immobilier hôtelier, de résidence, co-living, etc. et tout l'immobilier de l'écosystème serviciel au sens large et du contract, et qui du coup viennent dans cet univers-là. Donc ça, c'est bon parce que du coup, c'est porteur. Là où c'est un peu moins bon, c'est que ça va venir, entre guillemets, bouffer du business sur vos autres lignes, qui étaient le bureau, le retail, etc. On le verra. Un point, par contre, plus compliqué, c'est que ces acteurs-là, ils opèrent dans un contexte post-JO qui évolue très vite. On a parlé beaucoup des problématiques RSE ce matin. Il y en a qui s'appliquent spécifiquement à l'hospitality. On ne va pas tout développer là, mais ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que vous avez quand même aussi pas mal d'enjeux d'un point de vue développement.
que ce soit le PLU bioclimatique par exemple, parce que ça veut dire que quand vous voulez livrer un projet hôtelier demain, il va falloir qu'il y ait 15% de logements. 15% de logements, donc c'est hyper compliqué pour développer un projet, sauf à ce que ce soit de la rénovation, reconstruction de l'existant. Donc ça va contribuer à faire accentuer la dynamique de fond qui est plus de rénovation, moins de démolition et de construction neuve. Et il y a des choses aussi qui vont être plus positives et plus porteuses, comme par exemple essayer de limiter les Airbnb équivalents. Ça va être évidemment très porteur pour le contrat si c'est vraiment réalisé, ce qui demeure approuvé quand même. Après, il y a les sujets des contraintes de pas d'artificialisation des sols qui, en région, vont être aussi de plus en plus importantes, et surtout le périurbain également. Et d'ailleurs qui sont parfois contradictoires du point de vue des porteurs de projets avec d'autres contraintes qu'on leur impose, comme avoir tant de surface de parking par chambre construite. On est sur des choses un peu aberrantes parfois. Maintenant, il y a un vrai univers d'opportunités. Aujourd'hui, vous avez 15% de taux de vacances des bureaux à la Défense. Tous les jours, il y a des porteurs de projets hôteliers qui nous disent bon, est-ce que ça c'est intéressant ou pas? Est-ce que vraiment le marché peut absorber des nouveaux hôtels là-bas ou pas, etc. C'est le cas de plein de zones en fait. Vous avez plein de secteurs, notamment en Île-de-France, en périphérie parisienne, vous avez de l'immobilier de bureaux et c'est le cas dans toute l'Europe. Là, c'est le cas à Budapest, à Bucarest, etc. Donc vous avez plein de sujets, plein d'endroits où vous avez du bureau libre à reconvertir. Juste pour donner, et je conclurai par ça, un ordre de grandeur, en Île-de-France, il y a 56 millions de mètres carrés de bureaux. Vous en avez 4,5 aujourd'hui qui sont vides. Et les transactions ont baissé de moitié cette année. Les nouveaux bureaux qui arrivent, la demande placée a baissé de 12%, sachant que vous avez encore, je ne sais plus, on m'a dit un chiffre, 500 000, bref, au moins un demi-million qui arrive de mètres carrés supplémentaires. Donc en fait, tous ces acteurs et vos porteurs de projets aujourd'hui, ils sont en train de regarder des projets de reconversion. Edgar Suite nous en parlait ce matin, je ne vois pas où est Maxime, mais voilà, il n'est pas le seul sur ce business-là. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes pour que ça fonctionne en termes de coûts. Mais c'est quelque chose qui va continuer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les Jeux Olympiques, je n'ai pas envie de dire que les hôteliers n'ont pas grand-chose à faire de ce qui se passe pendant ces 10 jours, mais ce n'est pas fondamental, ça n'empêchera personne de dormir la nuit. Par contre, les perspectives à plus long terme, là oui, c'est fondamental. Et là, vous avez effectivement de vraies opportunités. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que du coup, les dynamiques structurelles du contract sont plutôt favorables, et du coup, vous devriez continuer à avoir des flux de projets, de plus en plus en rénovation, de moins en moins en construction neuve, et avec de nouvelles dynamiques. Voilà.